Si vous saviez comment le meilleur moment de l'émission, c'est avant l'émission. Alors, on fait vraiment enregistrer ça vous plairait énormément. Bonjour Daniel. Bonjour, ravi de vous retrouver. Ceux qui sont là toutes les semaines, comme ceux qui ne sont là que tous les 15 jours. Tu veux parler de M. Edimage? Oui, non, mais Je vous présente mes excuses. Ravi de vous retrouver et je profite pour saluer tous ceux qui participent à Octobre Rose parce qu'il y a beaucoup d'implications des associations et je crois qu'il faut saluer cet engagement pour lutter contre le cancer du sein. Ah oui. Emmanuel? Bonjour Gérard, ravi d'être avec vous encore une fois et partant pour cette nouvelle aventure de quelques minutes avec vous. Très bien. Voilà. Monsieur Marajo, honoré de votre présence. Ah oui, non, mais pour moi, c'est un bol d'oxygène. Voilà, donc je retrouve mes amis, je retrouve des gens intelligents. C'est pas le cas de... Non mais, vous voulez m'empêcher de parler. Ce n'est pas le cas partout. Et je crois que ça vaut le coup de le souligner. Le travail que vous faites là est fondamental. Tu prends la responsabilité, pas pour la deuxième partie. Hein, Ah la ouais, première partie, tu prends la responsabilité de ce que tu as dit. Ouais. Ça va, Christian? Ça va très bien. Un petit mot pour remercier ceux que je rencontre et qui nous encouragent. Et puis un petit mot aussi aux Martiniquais pour leur dire d'aller à l'habitation Clément, voir l'exposition sur Aimé Césaire. C'est formidable, c'est extraordinaire. Voilà. Et puis culturellement, c'est important. On passe aux actualités. Bon, on ne va pas jouer après les flonflons de la fête, la gueule de bois, mais enfin, il faut qu'on soit réaliste, quoi, et qu'on pousse un petit peu sur le patrimoine mondial du label UNESCO qui nous a été accordé. J'ai trouvé une étude de Chloé Morel, qui est chercheuse associée à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, CNRS, etc., plein de diplômes, qui montre que ça peut avoir des effets pas tout à fait positifs. Je te laisse dégrossir le sujet, Emmanuel. Oui, alors, avant de rentrer dans ces effets, j'ai quand même envie de rappeler les effets positifs, parce qu'il y en a. Et il faut quand même rappeler une chose importante, c'est que nous avons obtenu 3 titres en 3 ans. Nous avons remporté un grand chelem, nous avons 3 médailles d'or. Je ne connais pas beaucoup de pays dans le monde qui peuvent se revendiquer d'un tel succès. Il y a quand même le titre pour l'aïeul de Martinique, patrimoine immatériel, Martinique Biosphère, qui est arrivé l'année suivante, et aujourd'hui, patrimoine naturel pour la montagne et les pitons. Ce sont 3 succès qui ont des effets positifs, avant de parler des effets négatifs. Les effets positifs, mais ils sont évidents. D'abord, c'est un bol de fierté pour les Martiniquais que nous sommes. Et on en a besoin. On a besoin de signes de fierté, de se ranger derrière des grandes victoires, et c'en est une. Enfin, c'en sont 3 pour le coup. C'est également, en termes d'effets positifs attendus, il y a l'effet touristique, puisque ce sont des labels qui donnent une notoriété, une réputation mondiale à nos territoires et qui vont forcément réactiver un tourisme, en tout cas revigorer un tourisme important pour nos territoires. Et puis surtout, ce sont des titres qui nous installent dans des réseaux de coopération mondiale, qui nous permettent d'aller plus loin dans les bonnes pratiques, d'échanger avec d'autres acteurs du monde, enfin de sortir de notre bocal pour confronter nos idées à d'autres. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement vertueux et il faut vraiment applaudir ces effets vertueux. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a en effet quelques risques que l'on peut pointer. Le premier d'entre eux, c'est le risque d'une dérive d'un tourisme de masse mal contrôlé, parce qu'en effet, il y a des territoires qui, à travers leur titre UNESCO, ont dû faire face à un afflux massif de touristes et ne se sont pas préparés en termes d'infrastructure pour les accueillir, et ça a donc dénaturé leur pays, leur territoire. Et donc là, on a une question à se poser, sommes-nous prêts à recevoir structurellement un afflux massif de touristes? Et le tourisme de masse, s'il est mal contrôlé, il peut être nocif aussi. Donc il faut regarder les deux parties du verre, moitié plein, moitié vide. C'est important d'être vigilant sur l'impact d'un tourisme de masse. Et puis il y a aussi des effets peut-être plus précis concernant ce titre-là, le dernier titre, parce que contrairement aux 2 titres précédents, ce 3e titre est assorti de règlements opposables au tiers, enfin de règles juridiques strictes, fortes, d'obligations
qui peuvent, et là je parle encore d'un risque, qui peuvent effectivement avoir pour conséquence de freiner le développement économique du Nord, puisque les règles qui sont assorties à ce titre peuvent effectivement empêcher notamment de construire, de construire des projets. Il y a l'agriculture, il y a aussi l'urbanisme pur, parce qu'une des règles inscrites dans le règlement, c'est de dire tout ce qui peut entraver la vue du cœur de bien doit être proscrit, de la mer, de l'air, enfin du ciel et de la terre. Donc si vous êtes à Bellefontaine, que vous voulez construire un hangar, pour peu que ce hangar bloque un peu la vue, on peut vous opposer une interdiction de construire. Et donc ça pose ce risque des limites de développement économique, parce que ce qu'il faut bien comprendre, ce titre-là définit deux choses. Ce qu'on appelle un cœur de bien. Le cœur de bien, c'est 14 000 hectares constitués de la montagne pelée en tant que telle et des pitons du Nord. Donc ça, c'est une zone ultra protégée, que rien ne doit entraver, dans laquelle il y a d'ailleurs à peu près 1400 hectares de zones d'habitation, de zones propriétaires de particuliers. Que fait-on de ces 1400 hectares? Ils devront être sans doute expropriés. Quand, à quelles conditions? Là, ça pose une question. Donc il y aura ça à gérer, et peut-être avec quelques couinements, quelques grincements forcément à la clé. Et puis autour de cette zone cœur de bien, il y a ce qu'on appelle la zone tampon. La zone tampon, c'est la zone élargie, c'est la grande périphérie du cœur de bien. Jusqu'à Fort-de-France. Exactement. C'est tout le nord. Vous coupez la Martinique en deux, et c'est de la partie nord, c'est la zone tampon. Et cette zone tampon est assortie de règlements stricts, de règlements suffisamment stricts d'ailleurs pour pouvoir avoir obtenu le titre, parce qu'il a fallu donner des gages au comité de décision. Et donc, ce règlement, aujourd'hui, en réalité, les acteurs économiques ne le maîtrisent pas du tout. On n'en sait pas grand-chose. Et donc, il y a une petite musique de doute qui s'installe et qui permet de dire, ne sommes-nous pas en train de mettre le Nord sous cloche et finalement de bloquer le développement économique, étant entendu que, comme souvent ce que l'on fait autour de cette table, c'est de dire que la vérité est toujours au milieu. Il y a d'une part la nécessité impérieuse de protéger un joyau naturel qui est la montagne et les pitons, et puis il y a la nécessité aussi de maintenir un développement économique. Et donc c'est le bon équilibre qu'il faut trouver pour pouvoir... Je propose qu'on attende pour voir. Oui, déjà, il y a au moins un risque dont on est protégé, à savoir le tourisme de masse. Vu le prix du billet d'avion, je pense qu'il y a peu de chances. Un chiffre pour relativiser tout ça. Quand on fait le total des surfaces occupées par l'action humaine urbaine, donc les maisons, les usines, etc., ça ne recouvre que 7% du territoire martiniquais. Il faut quand même avoir ça en tête. C'est un des plus petits espaces occupés dans le monde. Le reste, c'est l'agriculture et la nature, ce qui est formidable. Donc ça, il y a de l'espoir. Oui. Christian, vous savez que M. Macron est allé passer 24 heures ou 48 heures, peu importe. Et il est venu donner tout apaisement aux Corses en leur disant « vous serez autonome ». Avec des limites, avec des frontières à ne pas franchir, mais vous aurez une autonomie inscrite dans la Constitution. Tu développes un petit peu ça pour nous? Alors, en premier lieu, je resitue un petit peu parce que la Corse, c'est 8700 km², donc c'est presque 9 fois la Martinique en superficie. Quand même. Et c'est 350 000 habitants. C'est comme Moins que la Martinique. Moins que nous. Voilà. Alors, en Corse, il y a, vous le savez, un passé historique assez tumultueux avec le FNL-CAES. Et puis tous les gens qui ont été emprisonnés, les bombes qui ont explosé en Corse et tout. Et c'est vrai que la Corse, depuis quelque temps, semble-t-il, s'est assagie, mais n'a jamais renoncé à sa revendication patriotique, nationale, identitaire. Il y a des chiffres aujourd'hui qui sont révélés, c'est que sur les 350 000 Corses, il y a, en fait 350 000 habitants, il y a 180 000 Corses, 180 000 Corses. Donc à peine la moitié, un petit peu plus de la moitié. Deuxièmement, il y a 40 000 personnes qui arrivent chaque année en Corse. Troisièmement, il y a un constat, si vous voulez, de dépossession de terre. Il y a un constat d'un peuplement qui change. Il y a un tourisme de masse, tu en parlais tout à l'heure, qui aujourd'hui
donc, est considéré lié à des capitaux extérieurs. Étrangers. Donc il y a un certain nombre d'éléments de déstabilisation, en tout cas qui confortent l'argumentation des contestataires. Donc il y a notamment des détenus, des ex-détenus, qui ont constitué un mouvement et qui sont prêts à relancer le patriotisme corse. Ils ont même considéré également que les élus corses ne vont pas au bout des revendications. Alors c'est vrai que, comme tu le dis, arrive M. Macron. Et M. Macron est forcément conscient de tout ça, puisque ça lui est explicité. Il a donc dû effectivement identifier tous les problèmes avant. Et c'est vrai que Macron fait des déclarations qui sont extrêmement importantes. Peut-être pour nous aussi, parce que quand il me semble bien que M. Letchimy avait demandé que l'autonomie soit dans la Constitution, si je ne me trompe. Et c'est ça auquel que M. Macron propose aux Corses. Il dit, dorénavant, nous sommes d'accord pour que l'État soit avec vous, mais l'État ne soit pas tout le temps, n'est-ce pas voilà. Et M. Macron considère effectivement que dans les 6 mois qui viennent, les Corses pourront faire un projet pour pouvoir indiquer et inscrire l'autonomie de la Corse dans la Constitution française. Donc, il y a, à mon avis, une concomitance entre, effectivement, cette revendication qui a été reportée, qui a été remise sur pied par les patriotes, et puis aussi cette attitude du chef de l'État, qui, semble-t-il, est ouverte à des modifications sensibles à la Corse, mais probablement dans tout l'outre-mer également. Vos commentaires chacun, bref. Vos commentaires chacun. Alors déjà, les Bretons ont fait la même demande dans la foulée. Donc on sent déjà maintenant les territoires avoir des envies d'autonomie. Puis après la Bretagne, ça sera d'autres territoires. Enfin, je pense qu'on fera le tour de France des revendications autonomistes suite à cette... Daniel Oui, moi je pense qu'il serait temps de pouvoir parler des différentes autonomies de façon dépassionnée, non émotionnelle, parce que il y a plusieurs types d'autonomie pour savoir celle qui pourrait nous correspondre le mieux éventuellement. Eddy? Je pense que Macron a l'habitude de sortir des sentiers battus et de travailler sur des sujets tabous en lançant un certain nombre de pistes. Le problème, c'est qu'il risque là d'être pris au piège parce que ce qu'il y a derrière, c'est non pas seulement l'autonomie, mais il y a bien plus que ça dans certains territoires. Ça va jusqu'à l'indépendance. Donc, et puis, il oublie, comme tous les politiques, que tout ça, ça doit être voté par le peuple. Et le peuple corse, tous les sondages indiquent que 80% des Corses ne veulent pas de l'autonomie. Bon, je crois que c'est surtout ce que Macron a en tête. Il n'oublie rien du tout. Il vient, il veut l'autonomie dans la Constitution, mais il sait qu'il y a entre guillemets, une droite corse qui est frénétiquement patriotiquement française, et puis un peuple nationaliste. Et puis il y a un peuple aussi qui se dit, bon, voilà. Donc nous, pour l'instant, nous allons passer aux données qui concernent notre petite rentrée scolaire. Mais oui, il y a un petit peu de recul, hein, la rentrée scolaire qui s'est, je dois dire, cette année quand même mieux déroulée que les autres années, parce qu'on a entendu moins de revendications, des enseignants qui disaient qu'ils ne voulaient pas partir, des choses comme ça. Grosso modo. Donc on est dans une situation où on a à peu près 60 000 élèves et population scolaire en diminution. Chaque année, c'est un peu le cas, mais là aussi, ça a confirmé. On est 64 000 à peu près, oui, dont 31 000 pour le premier degré et 33 000 pour le second degré. Exact. Ensuite, on a 308 établissements scolaires qui sont répartis, 228 écoles, 50 lycées, dont 20 professionnels, et avec 8 623 agents, dont 6 200 pour l'éducation nationale. Donc, c'est dire quand même le poids de ce secteur. Pas seulement numérique, mais également parce que c'est en termes d'éducation, hein, puisque c'est notre avenir, hein, tout ce qui concerne l'éducation des enfants. Alors, qu'est-ce qui change cette année ? Il y a d'abord eu une annonce concernant la rémunération des enseignants, où, quel que soit leur statut, ils soient contractuels ou pas, minimum, chaque enseignant aura 125 € par mois en plus. Donc, moi, je crois qu'il faut le saluer. Bon, certains disent que c'est pas suffisant, certes, mais je pense qu'il faut saluer. D'ailleurs, les syndicats, j'ai entendu certains responsables syndicaux saluer cette initiative en disant, écoutez, allez encore plus loin. Ensuite, il y a quelques modifications dans le primaire, où s'il y a 30 minutes d'activité physique obligatoire tous les jours, donc on a souligné l'importance.
Ensuite, l'accent est mis, mais Emmanuel en a parlé il y a quelque temps, sur l'acquisition des savoirs fondamentaux, mathématiques, lecture, écriture, avec l'ajout qu'en fin de parcours au CM2, chaque élève devra être capable de rédiger un texte de 15 lignes. Et donc, ça me paraît important parce que la maîtrise de la rédaction, c'est-à-dire de capable de réfléchir et puis d'écrire un texte, c'est important. Ensuite, on a sanctuarisé en quelque sorte le 24 élèves pour trois niveaux qui sont la grande section, le CP et le CE1. Donc, c'est 24 élèves maximum. Et là, on sait que bien que le nombre d'élèves, c'est favorable à l'apprentissage, à l'acquisition. Et ensuite, je pense qu'il faut noter également l'effort de la CTM et des personnes qui leur sont associées pour pouvoir donner une rétribution, disons, aux élèves des lycées professionnels qui vont donc avoir une aide selon un stage qui va avoir une compensation financière. Enfin, moi je crois que le dernier point, on a bien entendu que le gouvernement a décidé de mettre l'accent et le paquet sur la fin du harcèlement scolaire à l'école. Et je pense que c'est une bonne initiative et qu'il faut la continuer. J'ai perdu un peu pied avec ces problèmes de scolarité. Mais quand on a un ratio de 90% de réussite au bac, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Comment ça sonne pour vous? Vous avez connu à une certaine époque d'autres chiffres, beaucoup moins... Enfin, certains, mais c'est peut-être des mauvais esprits qui disent si on donne le bac à tout le monde, il a peut-être moins de valeur. C'est des mauvais esprits, hein. On va passer au problème de société. Alors, je voudrais pour annoncer ce sujet, expliquer ce qu'est le parcours du combattant pour obtenir une nouvelle carte d'identité et un passeport. Je voudrais expliquer le drame que c'est pour les gens un peu malvoyants, donc une grande partie de pas malvoyants, mais à visibilité réduite, etc., pour se débattre avec leurs ordonnances médicales, avec les génériques, parce qu'on a décidé que le médicament... truc muche, tu vois, ça peut s'appeler également machin chouette, etc. Avec donc ces médicaments devant eux, tous les matins qu'ils doivent prendre, etc. Nous allons également expliquer, répondre à la tarification ou au contrôle de leur débit d'électricité en allant remplir une fiche, etc. Ça donne lieu à un sujet qui est le suivant. Le fossé se creuse entre les services publics et les besoins de la population, et c'est un esprit acide qui va le traiter. Je voulais parler des images. Je te remercie pour l'acidité. Bon, la lecture d'articles multiples dénonçant la vacuité, l'inadaptation, voire le caractère totalitaire d'une administration qui... permettez-moi le mot, s'en fout. S'en fout. Ouais. Et en fait, du public. Je pense qu'il faut l'analyser autrement que de resservir l'ensemble des critiques très classiques. Et chercher à comprendre pourquoi une administration arrive à se décorréler autant des besoins de ceux qui, globalement, les mettent en place. Parce qu'il faut quand même rappeler, tu faisais des rappels, il faut quand même rappeler que nous élisons des élus qui sont chargés de mettre en place un service public, c'est-à-dire de nous rendre la vie plus facile grâce à la mise en place d'une administration qui va nous rendre des services. Je pense que la différence majeure, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. Il y a deux éléments, il y a deux valeurs qui sont absentes. C'est la notion de responsabilité liée à la sanction et puis la propriété des moyens de rendre ce service. Dans l'entreprise privée, il y a quelqu'un qui possède quelque chose et il y a quelqu'un qui est responsable de quelque chose. C'est le management, la direction générale et le propriétaire. Si ça ne marche pas, si les clients ne sont pas contents, ils ne viendront pas. Ils iront ailleurs.
Mais dans l'administration, ce n'est pas possible d'aller ailleurs. OK? Théoriquement. Théoriquement. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Celui qui rend le service public voit se mettre en place face à lui une concurrence. C'est ça qui est en train de se passer. Privé. Privé. Mais privé, pas forcément privé au sens business. Ça peut être aussi des associations, des églises, des mouvements politiques, même on va dire des groupuscules, je dirais, semi-privés à vocation administrative. On voit par exemple des associations devenir des centres de gestion de problématiques locales. Donc privé et subventionné alors? Mais oui, Ouais. utilisant des fonds publics D'accord. pour rendre un service public, mais à but lucratif. Ok. Ça pullule. Et bien évidemment, la nature ayant horreur du vide, ces gens-là prennent le pas de plus en plus sur le service public, avec le risque, bien évidemment, de créer une espèce d'inégalité dans le traitement du service, puisque beaucoup de ces services, par exemple administratifs, écrire des lettres, gérer des problématiques de relations avec la Sécu, etc., sont payants, sont tarifés, ils sont subventionnés et tarifés. Le service à la personne, par exemple, commence à être intégré. Et qu'est-ce que l'État fait? Le plus haut sommet de la responsabilité du service public, il se dit, eh ben, comme c'est des trucs qui m'emmerdent, je vais les privatiser. Mais là où il y a égalité de traitement dans le service public, il n'y a plus égalité de traitement dans les services publics décentralisés ou externalisés. L'une des illustrations les plus parfaites de ce glissement, alors on n'en parle pas trop, mais c'est ce qui est en train de se passer dès qu'on touche à des conflits armés. C'est vrai qu'on n'y pense pas. On se dit, mais c'est l'armée? Pas du tout. En Afghanistan, 75% des accrochages, des batailles ont été menés par des sociétés de guerre privées. En Irak également. En Afrique, c'est le cas. Donc, cette tendance est lourde, elle est profonde, et en fait, le mauvais service public a conduit à une privatisation du service public. Donc ce n'est plus un service public, c'est un service privé. Et cette inégalité de traitement va permettre et encourager l'augmentation des inégalités. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc en fait, nous, on est en train de toujours taper sur le service public qui ne marche pas. Le service public, il a déjà trouvé la solution. Par exemple, dans l'éducation nationale, il y avait le sacro-saint service public offert par des gens qui étaient des fonctionnaires à vie. Aujourd'hui, c'est 40% de contractuels. Et bientôt, 100% de contractuels. Et quand tu as 100% de contractuels, déjà, tu as une espèce de peur qui s'installe chez les gens qui doivent rendre le service public, qui existe déjà aujourd'hui, mais ils ont au moins la garantie de ne pas être virés à tout moment. Quand ils devront rendre le service public face à des gens qui seront de plus en plus demandeurs et un tout petit peu agressifs, et qu'ils auront la peur d'être virés, tu imagines bien que ça ne va pas se passer. On est mal parti. Et puis il y a aussi le poids des écoles sous contrat qui augmente de plus en plus. En tous les cas, le Conseil d'État revient dans son étude annuelle sur la capacité des pouvoirs publics à atteindre effectivement les destinataires des politiques publiques. Alors, le Conseil d'État fait 12 propositions, ça existe, il faut bien qu'on en parle. Ils sont là pour ça. Il fixe tout d'abord un objectif de proximité. Donc, ça s'explique, je ne vais pas gloser. Il recommande de sortir du 100% numérique, ça quand même, oui, et de remettre l'humain au contact des usagers. Enfin. Ouais. De mettre en place un accompagnement spécifique pour... à chaque fois, c'est des propositions pour ceux qui en ont besoin, les handicapés, les vieux et tout. Il faut les accompagner parce qu'ils ne peuvent pas. Le système d'égalité ne fonctionne pas. Une simplification du langage administratif et également de développer les points performants. Alors, je n'ai pas très bien compris, à l'instar de ce qui a pu être fait avec les maisons
France Service. Les maisons France Service, vous savez ce que c'est? Oui, c'est l'État qui a mis Tous les services à un endroit, un lieu. voilà, guichet unique. Voilà, un guichet unique. La politique publique, afin qu'elle réponde effectivement aux besoins des usagers, il faut les écouter, recueillir leurs paroles et prendre le temps d'analyser leurs besoins. Et puis il y en a comme ça encore, je ne vais pas toutes les lire, simplifier la vie des usagers, C'est du bon sens. etc., donner des moyens adaptés. C'est toujours pareil, ce sont des moyens, les moyens sont insuffisants. Of course, voilà, on parle de gros sous. Le Conseil d'État est obligé de dire mettez des sous, parce que c'est de la clé. Également, que la confiance se réinstaure. Oui, une proposition pour Ça ne mange pas de pain. une confiance qui soit restaurée entre... En tous les cas, pour l'instant, on va parler de la dépolitisation et on va se demander si la dépolitisation n'est pas finalement, c'est vraiment un titre accrocheur, une bonne chose pour la démocratie. La dépolitisation est-elle une bonne chose pour la démocratie? D'abord, quand on parle de dépolitisation, il faut parler de politique. Ouais. Et quand on parle politique, de quoi parle-t-on? Ouais. Donc moi, j'ai repéré quand même deux niveaux. Il y a la politique entre guillemets politicienne, ou la politique des idéologies, pour faire simple, la politique des partis. Ça, c'est un champ. Et puis, il y a la politique avec un grand P, un P majuscule, qui est l'engagement civique pour le bien collectif. Donc, j'ai bien envie déjà de séparer ces deux notions et de commencer par la première. Donc, la politique des partis, la politique des idéologies. En effet, on constate que depuis quelques années, les repères s'effacent entre le traditionnel clivage droite-gauche qui a structuré la politique française depuis pratiquement 100 ans. Les repères s'effacent et la droite et la gauche se diluent dans les extrêmes et au centre. Et donc, on voit bien, et d'ailleurs, celui qui incarne bien ça, c'est Emmanuel Macron, qui est arrivé un peu comme un ovni dans la place publique. On ne sait pas d'où il vient, est-il de droite, est-il de gauche, jusqu'à aujourd'hui, on se le demande. Et il a quand même explosé les repères traditionnels. Et donc, ce phénomène-là, je crois, est un phénomène de dépolitisation, parce que ce sont les grandes idéologies qui finalement se sont fracturées. On est sorti des grands dogmes qui segmentaient les pensées idéologiques, la pensée sociale de gauche, la pensée libérale de droite. Tout ça, ça se fonde maintenant. Pourquoi? L'analyse que je fais, c'est que le monde aujourd'hui devient de plus en plus complexe et fait appel à des besoins de pragmatisme. Il y a le sens des réalités qui maintenant arrive et surnage par-dessus les idéaux politiques qui, par moments, déconnectaient les gens d'une certaine réalité. Aujourd'hui, on est quand même dans le dur de la réalité. Il y a des phénomènes qui nous touchent au quotidien. Il y a des besoins d'activer des leviers d'efficacité sur le plan économique, sur le plan du traitement de notre environnement. Ce qui fait qu'à un moment donné, il faut peut-être oublier un petit peu les grands principes pour privilégier des rapports d'efficacité. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, la politique avec un grand P, qui représente, on va dire, l'engagement civique au service du bien collectif. On note également depuis quelques années un certain désengagement des citoyens vis-à-vis de la chose publique. On voit bien que les notions, les grandes notions d'engagement s'étiolent, parce que là encore, la société se recentre sur des préoccupations individuelles. Donc il y a une espèce de culte de l'individualisme, de la recherche de bien-être individuel, qui dépasse les recherches de bien-être collectif. Et d'ailleurs, le monde se construit autour de cette individualisation. On le voit bien à travers les médias, par exemple. Les médias deviennent de plus en plus fractionnés. Les médias deviennent des médias qui appartiennent à chaque citoyen. C'est Facebook, c'est Twitter. Donc chacun est émetteur de son message. Donc ça veut bien dire qu'il y a une espèce de retour vers l'égotisme et peut-être même l'égoïsme, ce qui fait qu'on ne voit plus que midi qu'à sa porte. Et donc ça abîme un peu le sens de la démarche collective. Et on voit bien des grandes démarches collectives, le militantisme, le patriotisme, qui étaient des valeurs extrêmement structurantes il y a quelques décennies, qui aujourd'hui disparaissent. Je ne suis pas sûr que le patriotisme que la France a connu il y a 60 ans pourrait être réamorcé aujourd'hui pour envoyer ses enfants au front, comme ça se faisait à l'époque, avec un certain désintéressement de soi. Aujourd'hui, ça c'est une réalité,
Et puis, il y a aussi des éléments qui ont un peu désintégré les espaces collectifs. On parlait du service militaire qui brassait quand même toutes les communautés, donc qui crée un sentiment de lien commun qui n'existe plus, les grands internats non plus. Bref, chacun revient dans sa petite chapelle, les petites communautés se réinstallent et supplantent le destin commun, au fond. Donc ça, j'ai dressé un peu le paysage de ces deux volets politiques. Donc il y a réellement une dépolitisation. Et là, l'analyse que fait l'observateur en question est de dire, mais au fond, est-ce que ça, c'est bien ou mal? On n'a pas de jugement à apporter, en fait. On doit constater les faits. On constate que la vie évolue vers ça, vers une recherche d'individualité, vers une recherche de bien-être personnel. Est-ce bien, est-ce mal? Ça traduit peut-être, et là je parle au conditionnel, peut-être une certaine forme de maturité au fond, parce que si c'est une maturité qui pourrait laisser entendre que si on abandonne les grands dogmes qui étaient des dogmes idéologiques pour revenir sur des préoccupations plus individuelles, c'est peut-être aussi le signe que l'on a besoin de se reconnecter à son vrai environnement proche. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que des mouvements paradoxalement environnementaux, des mouvements de quartier reprennent vie. Donc c'est peut-être un sens des réalités, de la réalité concrète qui commence à revenir dans les esprits et qui est peut-être le signe d'une certaine maturité et pourquoi pas de certains volets positifs. Et au fond, pour conclure, je dirais que c'est le conflit entre la nécessaire liberté individuelle qui anime chacun et qui est aujourd'hui plus vive que jamais, parce que ça, c'est le culte de la liberté n'a jamais été aussi fort, confronté à l'engagement collectif qui, lui, s'étiole. Et la vérité, encore une fois, elle est entre les deux. Comment combiner cette vitalité de la liberté individuelle avec le nécessaire sens de l'appartenance au groupe, eh bien, c'est tout l'enjeu des sociétés d'aujourd'hui. Eddy? Je pense que je partage ce qu'Emmanuel vient de dire. J'y apporterai deux nuances. La première, c'est que tout ça est très occidentalo-centré. Je vous rappelle que sur 7 milliards d'habitants, il y a grosso modo 2 milliards de gens riches. Okay, et les autres n'ont pas ces préoccupations-là. Chez les autres, la notion collective existe très fortement. Okay, donc les idéologies ou la politique n'a pas complètement disparu dans ces pays-là, au contraire. Bon. Et puis, l'un des facteurs explicatifs de cette espèce de recentrage vers l'individualisme, etc., c'est ce qu'il y a un philosophe polonais qui s'appelle Bauman, et qui appelle ça, vous avez entendu parler de ça, de la société liquide. En fait, nos sociétés étaient figées, donc l'idéologie était valorisée, était même, je dirais, un remède nécessaire au fonctionnement. Et puis, il y a un truc qui est arrivé, c'est l'accélération de l'information. Et que tu n'as même pas été au bout de la construction de ta nouvelle société qu'il y a déjà une technologie qui bouge. Donc la société devient liquide, elle devient incontrôlable. Et la seule solution, c'est de revenir, comme rien n'est sûr, les idéologies sont balayées, en fait, à cause de nos portables. Hein. C'est ça l'idée. Autrement dit, les idéologies nous sectorisaient. Nous maintenaient en paix. Nous mettaient dans un carcan, donc on pensait tous pareil. Exact, parce qu'on n'avait pas l'info. Lutte des classes, etc. Et puis bon, l'évolution des choses fait que maintenant, on casse ces cadres conceptuels rigides et ça peut donner n'importe quoi. Le dernier vote, par exemple, ici, le pays. Oui, parce que derrière cette fragmentation dont parlait Eddy, il y a des instruments de manipulation qui sont beaucoup plus faciles à activer à mettre en œuvre. Mais ces outils de manipulation sont eux-mêmes fragilisés par la fragmentation. C'est-à-dire, autant les gens qui disaient du bien sont menacés par la fragmentation, les gens qui disent du mal, c'est pareil. Et en fait, ce côté versatile,
il doit être intégré comme étant la nouvelle façon de fonctionner. Rien n'est plus sûr. C'est le doute absolu et permanent. Autrement dit, on ne doit pas s'émouvoir si brusquement tout le monde vote Marine Le Pen. Parce que le lendemain, ils votent pour quelqu'un d'autre. Ils voteront pour quelqu'un d'autre. C'est difficile. C'est compliqué. Il faut une sorte de souplesse et de finesse. Donc je recommande Bauman, lisez La Société liquide et vous comprendrez comment ça fonctionne. On va passer au grand pan culturel de l'émission. Daniel Marceline m'a fait découvrir une femme, une haïtienne, une femme de lettres engagée qui s'appelle Yannick Lahens. Moi, de Lahens, je ne connaissais que le chanteur, je pense qu'ils sont parents, et qui a grandi dans une famille de femmes, qui est nourrie de culture et marquée par la prise de pouvoir de Duvalier, ce sont ses cadres, et qui est d'une prolificité, ça peut se dire, littéraire. Pourquoi pas extraordinaire, en tous les cas, qui est bardée de titres, de diplômes, de mérites. Je te laisse continuer. Oui, c'est surtout, je trouve, une femme qui est attachante à plusieurs titres. D'abord, tu as indiqué qu'effectivement, elle a une formation littéraire. Elle a été enseignante à l'Université d'État d'Haïti, mais elle a également fait partie du cabinet du ministre de la Culture haïtien, Raoul Peck, quand il a été ministre de la Culture. Raoul Peck, grand cinéaste qui a fait de nombreux films importants. Et elle a également, c'est une femme engagée parce qu'elle a créé une fondation pour l'insertion des jeunes. Elle fait partie du conseil d'administration de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Elle vit en Haïti, c'est pas simple, elle vit en Haïti. Et c'est également une autrice. Et vraiment, c'est une autrice pour laquelle j'ai vraiment... c'est un univers. Yannick Lahens, c'est une femme qui a un talent extraordinaire. Et elle décrit, tout à l'heure, il y a eu à l'écran l'image de son livre « Bain de lune » qui a eu le prix Femina. Et c'est une saga qui se déroule en milieu rural. C'est plusieurs histoires de famille avec des portraits de femmes. En général, Yannick Lahens, elle a des portraits de femmes qui sont très puissants. Et elle vous fait pénétrer, grâce à son écriture, dans l'univers haïtien avec sa complicité, avec quelquefois une forme de désespoir, mais en même temps également une capacité de rebondir. Oui. Donc vraiment, Bain de lune, c'est un livre qui est totalement envoûtant. Elle a également écrit sur le milieu urbain, Port-au-Prince qu'elle connaît bien puisqu'elle y vit, notamment après le tremblement de terre, puisqu'elle a écrit un livre qui s'appelle Faille. Et puis, elle a écrit plus récemment sur la situation d'insécurité qui règne en Haïti. Je dois dire que c'est quelqu'un qui participe beaucoup à des salons littéraires. Elle est d'ailleurs venue à la Martinique lors du Salon international du livre. C'est une femme avec laquelle on peut discuter. C'est une femme qui a eu pendant un an, qui a eu la chaire Monde francophone au Collège de France. Alors, le Collège de France, c'est une institution prestigieuse en France qui date de plusieurs siècles. Et c'est avec la Sorbonne, avec l'École nationale supérieure, c'est un peu le temple du savoir. Et j'ai eu vraiment le grand bonheur de pouvoir assister à une de ces leçons, parce que la chaire se tient sur une année avec plusieurs leçons qui sont données, c'est comme ça que cela s'appelle, ou dans un amphithéâtre où il y avait un public nombreux, un public très éclectique, jeunes, moins jeunes, antillais, pas antillais, de toute la Caraïbe francophone. Et elle a une hauteur de vue qui est impressionnante. Donc je recommande, puisque ça a été édité, sa leçon inaugurale au Collège de France, je recommande à tous ceux qui veulent la lire parce que c'est important. Donc, en conclusion, Yannick Lahens, ce n'est pas seulement une romancière haïtienne, ce n'est pas seulement une romancière francophone, c'est une romancière, une autrice internationale, parce qu'elle est traduite dans le monde entier, elle fait des conférences dans le monde entier, et c'est un univers, pour ceux qui ne le connaissent pas, que j'invite à découvrir, parce que vous y trouverez beaucoup de bonheur. En fait, elle s'ajoute à la longue liste des personnages haïtiens illustres
Ah oui, mais de par ça, le on monde. n'en finirait pas. Si on devait parler, Haïti a produit un nombre d'écrivains extraordinaires. Vraiment, Des c'est. académiciens. Oui, mais donc vraiment, c'est. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, on pourrait, mais moi, c'est avec plaisir que je veux bien vous en parler de temps en temps. Mais tout le temps, j'ai déjeuné avec un gynécologue obstétricien ce week-end. Je lui ai demandé un petit peu comment ça se passe la vie au quotidien. Mais c'est dramatique, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler trop loin de son hôpital. Il ne faut pas habiter trop loin de son hôpital. Tout le monde a des voitures blindées. De temps en temps, pour certains déplacements, on fait appel à une garde privée. Mais il me dit, bon, on vit quand même. Moi, je suis totalement admirative devant ces gens qui ne désespèrent pas avec un quotidien qui est aussi désespérant. Et vraiment, je leur tire mon chapeau, vraiment. Mais il prône naturellement l'intervention de pays étrangers. Musica. On va parler d'une sorte de sage, de mentor, de prodige, d'homme extraordinaire. Je vois que Christian est en train déjà de se lécher les babines. On va parler d'Alex Bernard. Je vais ajouter le doyen, Oui. un patriarche. Oui. C'est un haut dignitaire. Oui, exactement. Alex Bernard, c'est un personnage qui cumule modestie, humilité et talent et connaissance. Alors, la famille Bernard est originaire du Marin. Exact. Vers les années 50, le père et la mère sont venus habiter à Fort-de-France. Je crois que le père était coiffeur et la mère Exact. travaillait chez un notaire. Et puis, il y avait un piano à la maison. Ça a toujours été magique. Donc, les enfants étaient autour du piano. Un peu plus jeune, enfin, dans sa tendre jeunesse, Alex Bernard a eu une guitare que lui a offert son père. Et je crois qu'ils habitaient du côté de Terre-Saint-Ville et ils allaient à l'AGEC. Alors, l'AGEC, c'était le centre. Après, ils ont habité à l'Ermitage. Oui, c'est ça. Mais enfin, l'AGEC, c'était un lieu où Oui, il y avait absolument. un de la Brunelière. À la tu vois, Croix-Mission, à la Croix-Mission. Et là, il a rencontré Paulo Rosine, il a rencontré Marcel Bizen, il a rencontré mon ami Alain Devassoine, que je salue, un violoniste. Alors, ce qui est marrant, c'est que Alex, comme son père lui avait donné une guitare, il avait commencé à apprendre la guitare, il a pris des cours de guitare. Mais quand il allait à la GEC, toutes ces bougates, il faut passer en guitare. Alors, il a commencé à jouer sous les 4 grosses cordes de la guitare, c'est ce qui correspond aux cordes de la basse. Et puis progressivement, il a travaillé et puis il a commencé sa carrière de musicien. Alors il a joué avec beaucoup de gens, il a joué avec Henri Guédon, il a joué avec Emilien Thiel, il a joué avec Robert Mavunzi. Il a enregistré le premier album de Huron Copette, vous vous rappelez, avec Max Rancé, tout ça, La peau fromage. Alex avait 17 ans. Et puis, on va arriver à Falfret, puisqu'on va écouter Mi Fugue, c'est une composition d'Alex Bernard, et je vais vous parler de l'histoire de Falfret et d'Alex Bernard par la suite. J'ai envie de dire, qui ne connaît pas les frères Bernard en Martinique? Il faut savoir que le père avait déjà un orchestre qui s'appelait les frères Bernard. Donc ce sont des enfants qui ont toujours vécu dans un environnement où il y avait des répétitions à la maison, bien qu'ils ne devaient pas toucher des instruments. Enfin, vous connaissez un petit peu l'environnement qu'il y avait avant. Et donc Alex, très tôt, comme je vous l'ai dit, il a joué dans des formations. Il est parti au Canada aussi avec Marius Cultier, et ça c'est aussi un élément très important, où il a fait 4 ans au Canada avec Marius Cultier. Et puis, ils ont bien évidemment... Alors, je vais vous raconter tout à l'heure les circonstances de création de Falfret.
On va écouter quand même une petite extrait des Frères Bernard à Sainte-Lucie, au Festival de Sainte-Lucie. OK. Yeah. La vie a qu'on comédie et puis des mauvais acteurs. Oui, nous devons un film comique qui rassemble la politique. Scénario a mal écrit, il pas qu'à jamais faire rire. Oui, nous qu'à vider ça là et péquer ni spectateur. Alors nous sommes au Rex Resort, Royal St. Lucia, et hôtel très agréable, accueil parfait. Les chambres, on ne peut pas parler de chambres, on parlera de suite. Et André, Nicole et moi, nous venons de déjeuner. Je suis un fan des Frères Bernard et je suis Falfred de très près depuis que je suis gosse. Donc. Voilà. Jacques Schwarzbach, c'est quand même une référence. Et il dit effectivement comment il a été influencé par Falfred. Et tous les musiciens de la modernité, Michel Alibaud, tous ces jeux-là, Mayer Boa, ils ont fait l'école Falfred. Parce que Falfred a ouvert la musique en antillais sur un univers différent. Et je vais vous raconter l'anecdote suivante. Alex me dit, un jour, Jackie et moi, on a été invités par Paul-Jules Vécourt. On est allé jouer pour des gens qui mangeaient et tout, et tout, et tout. Et puis, nous avons joué, on n'a pas même applaudi. Et puis, on s'est dit, on en a marre de ça. On va chercher autre chose. Et c'est là qu'ils ont commencé à faire une musique différente. Et ils ont commencé à répéter avec Jackie Alpha notamment. Exact. Et il se trouve qu'un jour, le père d'Alex lui dit « Mais c'est très joli ce que vous faites. » Voilà. Et c'est là que le déclic est arrivé. Et ils ont frappé à la porte de Fanny Ogiakokmak, qui les a accueillis. Et de là est parti Falfred. On va écouter un troisième titre. Je suis d'abord un musicien, simplement. Je suis un musicien, mon véhicule, c'est la basse. C'est mon moyen d'expression. Et donc, basse électrique ou contrebasse. Je me considère dans les groupes dans lesquels j'évolue, je me considère comme un animateur. Je ne suis pas particulièrement un soliste, mais je suis un animateur. Mon jeu anime les improvisations, anime la musique. Voilà comment je me perçois en tant que bassiste. J'aime à le dire parce que si je ne le dis pas, c'est pas personne qui dit. J'étais au CMAC un soir, il y avait Falfred. Et je me suis dit, il faut créer un festival dédié à nos musiques. Et c'est pour ça que j'ai créé Big in Jazz. Alors j'ai envie de dire, j'avais pensé à jazz créole. Mais en ce temps-là, il y avait tellement de débats sur la créolité que je me suis dit, bon, je crée Big in Jazz. Non, je dis ça parce que ce sont des gens qui nous ont influencés et qui ont porté quand même une rénovation, un renouvellement de la musique antillaise. Ils ont ouvert sur le monde, sur aussi l'écoute. Parce que jusqu'à maintenant, on dansait, on ne faisait que danser, mais je crois qu'ils ont marqué véritablement leur époque. Alors, je vais aussi vous parler de Acoustic Zouk, parce que Acoustic Zouk, c'est une formation qui a travaillé à Thibaume Village, un petit clin d'œil à Corinne Vermillon. Et je vais vous présenter pour terminer un titre qui a été coécrit par Alex Bernard et Luc Labonne. Merci beaucoup, Alex, pour ton travail et puis ta contribution. Je voudrais saluer, oui, saluons mais aussi Philippe Paolo, qui travaille, qui est un pianiste et qui joue souvent avec Falfred. Si un jour moi décidé partir, est-ce
mais on peut pas faire tout ça pour envie. Je vous ai pris, et pas parti. Mais sans vous, ça m'a qu'elle vini. Je vous ai pris, et pas parti. Mais moi, je peux pas faire tout ça, moi, envie. Je vous ai pris, et pas parti. Mais sans vous, ça m'a qu'elle vini. Un bel tesouk, hein? Il faut reconnaître que Luc Labonne, il est Oui, extraordinaire. oui. Un petit clin d'œil à Jacquina Yaradou, parce que c'est lui le premier qui a produit plusieurs albums de Falfret, à Don Miguel également, Don Music qui a produit Falfret. Voilà, et puis rappeler aussi que Alex a joué avec Pierre Louis, il a joué avec Mario Canonge, il a enregistré avec Raph Tamar, il a enregistré avec Malavoie. Et c'est un homme qui connaît, on ne peut pas imaginer, un nombre de chansons incroyables. Alex connaît tout le répertoire de la Caraïbe, de l'Amérique du Sud et du monde. Hein. C'est un bassiste extraordinaire. Et de jazz. Est-ce qu'on peut conclure sans évoquer la personnalité de son frère Jackie? Ah, pas du tout, on fait... Ah non, Jackie, c'est déjà beaucoup de peine. C'est déjà beaucoup de peine parce que Jackie était un homme prodigieux. Jackie a composé, d'ailleurs, le premier morceau qu'ils ont enregistré, il n'y a pas de connaître, non, il n'y a pas de qui, non, nous pas morceau, et puis il dit, non, nous crions Falfret. Le premier morceau enregistré par Falfret s'appelle Falfret. Et Jackie a été, bien évidemment, un homme que nous regrettons beaucoup. Mais enfin, Alex, c'est toujours Très là. belle chute pour terminer cette émission. Profitez de l'occasion pour vous remercier chaudement. Vous dire à la semaine prochaine. Insister pour que M. Marageux soit là la semaine prochaine. Il a dit oui. Je remercie toute l'équipe technique. Je remercie l'administration de Zitata. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.